RFM Matin, il est 7h. Voici le journal. C'est Barthélémy Ngom. Bonjour. Bonjour, Babacar. On enchaîne les titres. Procès Hissène Habré, un témoin et pas des moindres à la barre ce matin. Clément Abaye Fouta, le président des victimes de crimes du régime Habré, surnommé le Fossoyeur, des prisons tchadiennes à la lutte pour la justice, il a été détenu durant 4 ans. C'est une révélation d'Abdoumbaou. Aïdambo qui a tenté de rejoindre l'APR, mais c'est Macky Sall qui a refusé, précise-t-il. Le porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République souligne que c'est ce qui explique les attaques de la dame contre leur leader. Réponse d'Aïdambo. C'est un régime aux abois qui excelle dans les contre-vérités. Bataille pour le contrôle du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Le PDS ne baisse pas les bras. Un grand rassemblement est prévu ce vendredi au siège du parti. Les libéraux dénoncent les manœuvres du pouvoir pour déstabiliser l'opposition. L'idéologie salafiste est bien présente au Sénégal. Une mise en garde du professeur Bakary Samb. L'enseignant chargé des questions religieuses à l'UGB demande aux différentes confréries de prendre les devants pour éviter toute surprise. Seconde partie de cette édition, le journal des sports de Malal Junior Diagne. Le dossier du jour, nous sommes jeudi, c'est dossier sport. Et puis dans une vingtaine de minutes, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. RFM Matin, merci d'écouter le journal. Oui, à la une, le procès Hissène Habré qui se poursuit. Attendu ce matin, le témoignage de Clément Abaye Fouta, surnommé le Fossoyeur. Il est par ailleurs le président des victimes du crime du régime Habré, 4 ans passés dans les geôles de l'ancien président tchadien. Aujourd'hui, il lutte pour la justice. Awamba, il a rencontré il y a de cela quelques semaines. Quand il parle de Hissène Habré, son regard figé exprime de la colère, sa mine devient tout d'un coup sérieuse et le ton ferme. Clément Abaye Fouta ne pardonne pas, il a hâte d'être en face de Hissène Habré, les yeux dans les yeux, pour qu'il lui explique en quoi est-il fautif. En quoi la bourse peut constituer, n'est-ce pas, une menace pour un pouvoir, pas n'importe lequel, le pouvoir de Habré. Son surnom, le Fossoyeur, le poursuit toujours. L'une de ses dures tâches en prison, enterrer le cadavre de ses co-détenus qui n'ont pas survécu à la torture. J'ai été obligé à faire cette tâche, enterrer mes collègues. C'est un peu ça qui fait que je sois devenu fossoyeur. Mettre sous terre ses camarades morts, une corvée qu'il était obligé d'accomplir au quotidien parce que chaque jour, il creusait des tombes. Il a environ enterré 1000 dépouilles. Si nous allons sur un rythme de 10, 2, 3, 4 fois par jour, compter les vingtaines et les trentaines, c'est quand même 1 millier, non? Malgré son apparence d'homme sain, Clément Abaye Fouta couvre en lui plusieurs maladies, conséquences des traumatismes en milieu carcéral. J'ai assez peiné de me remettre dans la société parce que des cauchemars, de traumatismes, et puis il faut dire que depuis que je suis sorti de la prison, je ne bénéficiais d'aucun soin. Pour rien au monde, le président de l'association des victimes des crimes du régime de Hissène Habré n'a voulu s'exiler. Malgré les menaces de mort, Clément a tenu à rester à N'Djamena et lutter avec ses camarades pour que justice soit faite. Aujourd'hui, début du procès, une grande victoire pour l'association, surtout pour celui qu'on en surnomme le Fossoyeur, la victime la plus connue, âgée aujourd'hui de 57 ans. Awambaye, c'est ce même Clément Abaye Fouta donc qui est à la barre ce matin, c'est dans le cadre du procès Hissène Habré. Une mise en garde du professeur Bakary Samb, l'idéologie salafiste est bien présente au Sénégal. Le spécialiste du religieux à l'université Gaston Berger de Saint-Louis invite d'ailleurs les confréries à prendre les devants pour éviter toute surprise. Le professeur Bakary Samb au micro de Seydou Nourouba. Cette idéologie-là est présente et enseignée. Cette idéologie-là salafiste est au Sénégal, portée par des voix connues, avec un discours qui s'est amorcé depuis les années 50, depuis les années 70. Des voix connues, vous voulez dire, des voix connues? Oui, des voix, c'est dans ce Sénégal qu'on a vu des gens tenir un discours depuis les années 90 en disant qu'il faudra en finir avec les confréries si on veut aboutir à une société véritablement sénégalaise, véritablement islamique, on l'a vu. Donc ne considérant pas, c'est leur idéologie, c'est pas la mienne. Ah d'accord. C'est leur idéologie, ce n'est pas la mienne. Moi je crois que les confréries, jusqu'à présent, et Dieu merci, sont là comme étant un paravent contre ce qui se passe dans les pays voisins. Mais les confréries aussi doivent entrer dans une phase critique de leur discours et de leur méthodologie pour savoir que notre jeunesse
de 1970 et de 1990 n'est plus la même. Je ne dis pas cela, n'est plus la même. Et qu'aujourd'hui, avec l'ère du numérique, de l'information à échelon mondial, il faut que ces confrères modernisent leur discours pour que nos jeunes ne soient pas captés par d'autres idéologies exogènes qui pourraient compromettre la sécurité du pays. C'était donc le professeur Bakary Sambile, 7h05. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. C'est une révélation d'Abdoumbo. Aïda Mbodj a tenté de rejoindre l'APR, mais c'est Macky Sall qui a refusé, précise-t-il. Le porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République souligne que c'est ce qui explique d'ailleurs les attaques de la dame contre leur leader. Réponse d'Aïda Mbodj, c'est un régime aux abois qui excelle dans les contre-vérités. Ousmane Gueye a interrogé les deux partis. Abdoumbo persiste et signe. Aïda Mbodj a bien tenté de rejoindre l'APR. C'est quand la députée libérale a échoué qu'elle a commencé à tirer sur le régime actuel. S'il s'acharne sur le président Macky Sall et son régime, c'est parce qu'il n'a pas voulu, qu'il n'a pas pu intégrer les rangs de l'Alliance pour la République. Ça, je l'ai dit et je l'assume. Vous avez vu que depuis très longtemps, elle ne fait que poser des actes dans ce sens. Il n'y a pas longtemps, il a même craché sur le PDS et son congrès en disant que le congrès n'est pas légal. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé après pour que Mme Aïda Mbodj puisse aujourd'hui devenir le porte-étendard du Parti démocratique sénégalais? Moi, je pense que les Sénégalais et les Sénégalais doivent se poser ces questions-là. Ce que les Sénégalais doivent plutôt savoir, c'est qu'Abdoumbo a tout faux. Réaction d'Aïda Mbodj qui se dit très indignée. Nous sommes en face d'un régime qui est véritablement aux abois. Aller jusqu'à mentir devant les Sénégalais de façon aussi éhontée, c'est indigne de la part d'un vice-président de l'Assemblée, de surcroît porte-parole de son parti, alors que le parti est au pouvoir. D'autant plus que lui, il est tellement jeune, il est disqualifié pour parler de changement de parti. Depuis le PS, le PLP, l'APR, en passant par le PDS, avec son jeune âge, quand même, il devait avoir beaucoup plus de scrupules. Il a manqué de scrupules pour avoir menti, dites-vous. Cela veut dire, Aïda Mbodj, que vous allez porter plainte contre lui? Non, pas du tout, pas du tout. Vraiment, je laisse cette lecture aux Sénégalais. La libérale se dit surprise par les propos de Abdoumbo, des propos inacceptables, selon Aïda Mbodj. Ousmane Gueye, le Parti démocratique sénégalais qui justement s'est dit décidé à reprendre le contrôle du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Un grand rassemblement est annoncé ce vendredi au siège du parti. Il sera question de dénoncer ce que le PDS qualifie de manœuvre du pouvoir pour déstabiliser l'opposition. Le porte-parole du jour, c'était lors de la réunion du comité directeur du PDS, Lamine Ba, au micro d'Abdourahmane Diallo. Lamine Ba, le porte-parole du jour, donc c'était hier lors de la réunion du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, un parti qui se dit décidé à reprendre le contrôle du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Le comité directeur a également informé l'ensemble des membres du parti de la tenue d'un grand rassemblement du cadre de concertation de l'opposition sénégalaise ici le vendredi à partir de 17h. Le comité directeur a également engagé le groupe parlementaire dirigé par notre sœur Aïda Mbodj à poursuivre le combat en rapport avec tous les partis alliés. Le comité directeur du Parti démocratique sénégalais appelle toutes les fédérations à se réunir le plus rapidement possible pour sonner la mobilisation du parti et engager le combat pour la préservation des libertés individuelles et collectives. Vous savez, ces commissions ont été installées dans l'illégalité, donc nous userons de tous les moyens et de toutes les stratégies possibles pour quand même remettre le droit à sa place et faire valoir notre volonté qui est de mettre Aïda Mbodj, notre sœur, à la tête de notre groupe parlementaire. La COJER de Touba réclame la tête du président du conseil départemental de Mbacké. Ces jeunes de l'APR vont lancer d'ailleurs une pétition pour l'installation d'une délégation spéciale. Cela fait suite à la sortie des jeunes libéraux qui promettent de perturber toutes les manifestations organisées par le pouvoir dans la zone. Papa Balagui. La libération de Toussaint Manga sème encore le malaise entre les jeunes de l'UJTL et la COJER de Touba. Après les menaces proférées par le secrétaire général de l'UJTL, la COJER n'entend plus se laisser faire. Ce sera désormais œil pour œil, dent pour dent, déclare Khadim Silla, coordonnateur de la COJER de Touba. Les agitations et autres menaces n'empêcheront pas que ce dossier-là suive son cours. Nous leur disons qu'ils arrêtent, qu'ils gardent leur calme et leur sérénité, parce que ce dossier-là suivra son cours, Inch'Allah Rabbi. Maintenant, quant aux menaces, nous, ça nous laisse ni chaud ni froid. On se connaît. On les attend de pied ferme. Ce sera œil pour œil, dent pour dent, car nous avons les moyens et les capacités de nous défendre. Mieux, ils exigent la démission du président du conseil départemental de Mbacké, qui à leurs yeux a raté le train de l'acte 3 de la décentralisation.
Il faut que les libéraux, à leur tête, Serigne Fallou Mbacké, nous disent que depuis qu'ils ont été élus au niveau du conseil départemental, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelles sont les réalisations? Rien du tout, ils n'ont rien fait. Alors, nous demandons au président Fallou Mbacké humblement de présenter ses excuses aux populations du département de Mbacké et de présenter sa démission. Déterminé à voir le président du conseil départemental démissionner, il menace d'initier une pétition pour la mise sous délégation spéciale du conseil départemental de Mbacké. Papa Balagui, Mbacké, Radio Futur Média. La démocratie sénégalaise n'est pas porteuse de développement. Propos d'un économiste, Ndongo Samba Sylla plaide pour une meilleure implication de la population dans les prises de décision. Ndongo Samba Sylla s'exprimait lors d'une conférence. C'est dans le cadre des mercredis de l'Harmattan. Compte rendu Migui Maram Ndiaye. La démocratie, telle qu'elle est exercée présentement au Sénégal, ne satisfait guère Ndongo Samba Sylla. L'économiste du développement informel, cette démocratie ne peut pas être porteuse de développement pour nos pays. Aujourd'hui, je pense que nous, en Afrique, nous avons besoin de renouer avec des formes politiques beaucoup plus démocratiques que ce qui existe. C'est-à-dire qu'il faut que nous renforcions une culture de l'égalité politique. Parce que jusqu'à présent, le développement a été dicté un peu de l'extérieur et souvent par les experts qui prétendent connaître les bonnes recettes. Pour mieux aussi renouveler l'expérience démocratique, Ndongo Samba Sylla opte pour le tirage au sort. Il n'y a pas que seulement le vote pour exprimer les préférences démocratiques. Vous savez qu'à travers l'histoire, l'élection n'a jamais été considérée comme un outil démocratique. On disait que c'est la caractéristique des gouvernements oligarchiques. Mais il y a d'autres outils comme le tirage au sort. Lorsque j'en parle, généralement les gens sont un peu sur les réserves, mais je pense que essayer ce genre d'outils peut permettre de renouveler l'expérience démocratique dans nos pays. Tenir des élections régulières, garantir la liberté de la presse entre autres, pas suffisant pour assurer une bonne démocratie. Dr Abdoulaye Diallo, initiateur des mercredis de l'Harmattan, pense qu'il faut prendre en compte l'économie. Un pays démocratique, en mon sens, c'est un pays, certes, où il y a des alternances régulières, où il y a la liberté d'expression, mais aussi où les minima sont assurés sur le plan de la bonne condition de vie des populations. Selon l'économiste du développement, Ndongo Samba Sylla, les populations doivent être au devant de la scène dans les instances de décision. Migui Maram Ndiaye, en plus bref, les autorités du département de Dagana qui ne veulent plus de feux de brousse, c'est l'objectif qu'elles se sont fixés en tout cas. Elles peuvent compter sur les éleveurs de la zone qui déclarent avoir pris les devants pour préserver le tapis herbacé. Et puis à Rufisque, les programmes de la radio Djoko suspendus depuis plusieurs jours maintenant. Les travailleurs s'en offusquent et pointent du doigt le directeur. Il est, selon eux, dans une dynamique de liquidation de la station, ce qu'il compte combattre. Le directeur de la radio réagit et explique la mesure par une réorganisation de la rédaction. Boubacar Khalil Ndiaye s'est également prononcé sur les ressources financières de sa radio. La COSIDEP a renouvelé le bureau de son antenne régionale de Diourbel. Le coordonnateur Tambangom a été reconduit. Il se donne comme objectif l'éradication de la question de l'état civil. Il veut également relever le taux de scolarisation dans la zone. Il est 7h13. Malal Junior Diagne, bonjour et bienvenue. Bonjour Barthélémy et merci, bonjour à tous. Allez-y pour le sport. Nous démarrons avec le tournoi de l'UFOA. Ce sera donc pour aujourd'hui le tirage au sort de cette compétition à 16h. Tirage au sort prévu dans les locaux du ministère de l'assainissement et de l'hydraulique, puisque Mansour Faye, le responsable de ce département ministériel, est par ailleurs maire de la ville de Saint-Louis et le parrain de cette compétition. Une compétition qui va démarrer le 3 novembre et la finale est prévue pour le 8 du même mois. Les compétitions vont se tenir au stade Mawad Ouad de Saint-Louis. Le Sénégal sera représenté dans cette compétition par l'équipe nationale des U23 qui prépare par la même occasion le CHAN. Les joueurs de Serigne Saloudia sont en regroupement depuis mardi au centre technique Jules François Bokandé de Toubap Djalaou. Nous parlons de football avec la FIFA et les différents candidats. Certains ont été auditionnés hier par la CAF. La CAF, donc, structure qui gère le football africain et qui compte 54 membres. Beaucoup d'entre eux se sont prononcés sur leur programme, mais également sur ce qu'ils comptent faire pour aider
le football africain à aller de l'avant. Pour Tidiane Kassé, c'est bien d'être auditionné par la CAF, mais l'instance dirigeante du football africain doit pouvoir choisir et bien choisir le candidat idéal pouvant aider l'Afrique à se développer. Tidiane Kassé s'est confié à Youssouf Bodjan. Non, je pense qu'on en est à une étape où la CAF doit au moins chercher à signifier. Ayatou s'est présenté une fois contre Blatter et aujourd'hui on est dans une période où la CAF peut réellement poser de tout son poids dans le destin du football mondial au niveau de l'Afrique. La candidature sud-africaine est à soutenir et je pense même que l'Africain et qu'elle ne passe pas au niveau du vote, au niveau de la CAF. Je pense que l'Afrique pèse d'un poids qui peut lui permettre, en ayant un candidat qu'on soutient, de pouvoir négocier, de pouvoir discuter, de pouvoir positionner son candidat, qu'il ne passe pas au deuxième tour ou bien en tout cas qu'il soit éliminé, que la CAF puisse au moins s'organiser autour d'une candidature, la supporter et essayer de peser de tout son poids et essayer de grappiller quelque chose, de recueillir quelque chose au niveau du football mondial. Donc je pense que cette candidature, parmi tous les candidats qu'on va auditionner, il faudrait faire de sorte qu'une candidature africaine émerge, parce que c'est un peu le destin du continent qui se joue et également c'est un peu quoi signifier vouloir peser de tout le poids de l'Afrique sur le football mondial. Et pour cela, il faudrait que nous ayons au moins un candidat et que la candidature sud-africaine peut être soutenue. C'est quelqu'un qui pèse d'un poids, quoi qu'on dise, ancien compagnon de Nelson Mandela, tout ce qu'il a pu faire au niveau du football sud-africain. Peut-être qu'on ne le connaît pas très bien en Afrique, mais je pense que c'est une candidature qui se dégage et qui peut être valable. Tidiane Kassé du journal Le Jour de Sport, chroniqueur sportif, qui se prononçait ainsi sur ce que devrait être donc le choix de l'Afrique par rapport aux 7 candidats en liste pour diriger la FIFA. La haute compétition NCI, Cogne à Cogne, a lancé hier sa compétition. Pendant 2 mois, les 19 quartiers de Dakar vont compétir par rapport à, donc dans différentes disciplines. Objectif de cette initiative, détecter des talents afin de pouvoir donc renforcer les différentes structures et les équipes nationales du Sénégal. Ils étaient face à la presse hier, vous avez entendu le compte rendu de Modou Fall. Nous allons finir Barthélémy avec la Cup en Angleterre, 4e journée, Manchester City qui a battu Crystal Palace sur le score de 5-1. À noter également la première victoire de Jürgen Klopp avec les Reds de Liverpool sur Bournemouth, 1-0. En France, Lille s'est imposé devant 3 sur le score de 3-2, alors que Nice a battu Caen sur le fil 2-1. Lorient a battu Montpellier 3-2. En Italie, c'était également la 10e journée de la Serie A avec une nouvelle défaite de la Juventus de Paul Pogba face à l'équipe de Sassuolo, score 1-0, alors que l'AS Roma de Gervinho a dominé l'Udinese sur un score de 3-1. L'Ivoirien a une fois de plus marqué. C'est tout. Merci beaucoup Malal Junior Diagne. Le dossier sport justement de ce matin s'intéresse au vote du budget du ministère des Sports prévu au mois de décembre prochain. Les spécialistes du sport invitent l'État et le président de la République à respecter les promesses de 2012. Cher Tidiane Diagne. Ce fut une promesse électorale de Macky Sall d'amener le budget du département des sports à 1% du budget national. Mais on ne semble pas véritablement tendre vers cet objectif. Pour l'exercice 2014-2015 par exemple, le budget alloué au sport a connu une baisse assez conséquente. Matarba, ministre des Sports, relativisé à l'époque. La baisse du budget, tout le monde en parle. Mais je pense que le combat n'est pas que le budget. C'est tout un ensemble. Il faudrait que nous tous nous soyons ensemble et que tout le monde mette la main dans la pâte, les sponsors, les privés, les publics, ceux qui sont dans le public, mais aussi que l'État prenne toutes les dispositions pour respecter la promesse du président de la République. Cela veut dire arriver à 1%. Seydou Diouf, président de la Fédération sénégalaise de handball, a mené beaucoup de réflexions sur l'économie du sport sénégalais. Il propose quelques solutions, notamment la recherche de moyens additionnels. Abdoulaye Diaw, chroniqueur sportif à la radio Futur Média. Pour lui, les sports ne peuvent se faire sans la volonté de l'État. Tout de même, il y a des dépenses prioritaires pour nos gouvernants, reconnaît-il. Les sports, par la force des choses, sont devenus un facteur de développement. Dès lors, rivaliser avec les adversaires nécessite forcément des moyens financiers. Cependant, force est de constater que le sport sénégalais, tirant l'essentiel de ses moyens dans le budget de l'État, connaît des difficultés d'ordre financier, ce qui freine assez souvent son ascension. La solution est attendue de tous, notamment du pouvoir public et du privé, deux leviers essentiels pour développer le sport dans notre pays.